Schneegger, maître de conférence en droit public à l'université Nice-Côte d'Azur. L'intégration économique montre, oui, clairement ses limites. Est-ce que pour autant il existe des solutions? Je pense qu'il existe des solutions. Aujourd'hui, on arrive à une situation dans laquelle, en quelque sorte, on a profité de certains bienfaits de l'intégration économique européenne et on s'interroge sur l'avenir de ce qui pourrait constituer quelque chose de plus bénéfique pour les citoyens européens, l'harmonisation sociale, l'harmonisation fiscale, et on commence, selon moi, à véritablement prendre conscience des motivations économiques qui étaient à l'origine de la construction européenne. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est comme ça que les choses ont été imaginées. Et aujourd'hui, on arrive vraiment à l'atteinte de certaines limites, notamment en matière d'union économique et monétaire, par exemple, mais aussi en matière de fiscalité, encore une fois, lorsqu'on voit ce qui se passe avec les tax rulings. Et aujourd'hui, ces limites en matière d'intégration économique, selon moi, elles justifient d'autant plus une véritable interrogation sur la question de l'Europe politique, d'une véritable Union européenne politique et d'une véritable gouvernance commune, que ce soit en matière de zone euro, que ce soit en matière de questions fiscales ou que ce soit en matière de questions sociales. Donc toutes ces sous-questions, d'une certaine manière, de l'intégration économique vont être vraiment fondamentales dans les années à venir, que ce soit sur la question des travailleurs détachés, de l'harmonisation fiscale, etc., etc. Donc là, il y a véritablement une limite de l'intégration économique européenne, mais c'est une limite qui appelle justement de nouvelles intégrations et de nouvelles constructions à l'avenir, selon moi. Si j'avais la recette miracle, je l'aurais proposée depuis longtemps. Je pense que ça passe par le dialogue, ça passe par les échanges et encore une fois, par l'envie de prendre en compte cet euroscepticisme, de le considérer, de le comprendre et potentiellement même d'échanger avec les personnes qui sont eurosceptiques. Il m'arrive dans le cadre de ma fonction d'être sollicité pour participer à des débats. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps sur les questions migratoires à Nice, et je l'ai fait avec un public qui était en grande partie eurosceptique et qui clairement remettait en question l'existence de l'Union européenne et ses apports pour les populations nationales. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter en tant qu'européaniste à se frotter à ce genre de questions et à se frotter à ce genre de public pour pouvoir avoir un échange, parce que je pense que endiguer l'euroscepticisme, ça implique de discuter avec les eurosceptiques et d'expliquer, si on en est convaincu, ce qui est mon cas, en quoi l'Union européenne est une solution et pas un problème, ou peut-être une meilleure solution et pas un problème. En tout cas, on ne va pas endiguer l'euroscepticisme en continuant à le nier et en continuant à le mettre de côté. Je pense vraiment qu'il doit être intégré à nos questionnements en tant qu'européanistes et en tant qu'europhiles. Là aussi, c'est une question complexe. Est-ce qu'on a le droit de nier l'intégration, l'adhésion à l'Union européenne à des États auxquels on a promis cette adhésion depuis des années? Je pense aux États évidemment qui sont en cours de négociation à l'heure actuelle. Est-ce qu'on peut vraiment leur dire on a fait des erreurs et donc vous ne pouvez pas entrer maintenant? C'est là aussi une question, je pense, qui est complexe. Moi, je reste persuadé qu'on peut continuer les adhésions et qu'on peut avoir une meilleure intégration, même avec de nouvelles adhésions, en changeant tout simplement certains leviers. Je ne pense pas qu'on ait vraiment prévu un nombre limite d'adhésion à l'Union européenne. J'ai souvenir d'un article dans Courrier International, je crois, qui prévoyait les dernières adhésions à l'Union européenne arrivant au chiffre de 50. Et je me rappelle que cet article parlait des 2 derniers États qui avaient rejoint l'Union européenne et qui se trouvaient être Israël et la Palestine, et qui du coup par cette adhésion résoudraient en même temps le conflit israélo-palestinien. Donc moi je reste persuadé que cette idée d'une Europe, d'une Union européenne qui peut apporter la paix et qui peut apporter la sérénité sur le territoire européen, c'est quelque chose de plutôt positif, de plutôt bénéfique. Donc je ne suis pas spécialement partisan d'un arrêt des adhésions, ou en tout cas des processus d'adhésion, avec des adhésions qui iraient au bout des choses et qui se feraient dans des conditions convenables.
Oui, clairement. Je pense vraiment que l'avenir ne peut se trouver que dans une Europe sociale et dans le développement d'une véritable Europe sociale, avec l'idée de développer une Union européenne qui a pour ambition de permettre à l'ensemble de ses citoyens de vivre dans des conditions décentes. Ça, je pense que c'est un point fondamental et l'ouverture des discussions sur la Charte des droits sociaux européenne, je pense à cet égard, est une très bonne chose. En ce qui concerne la solidarité, c'est un principe fondamental de l'Union européenne depuis toujours et malheureusement c'est un principe fondamental qui est souvent contesté, remis en cause. Là aussi on l'a vu avec l'échec du programme de relocalisation, mais la solidarité doit véritablement être remise au centre des débats dans l'Union européenne, que ce soit pour la question que je viens d'aborder, mais également, par exemple, pour les questions fiscales. Aujourd'hui, la solidarité en matière fiscale doit être, je pense, un prisme nouveau de réflexion dans l'Union européenne qui amènerait notamment à une véritable harmonisation fiscale sur le territoire européen, qui serait vraiment une excellente chose parce qu'elle amènerait à la fois une pacification des relations économiques entre les États, mais également des lignes budgétaires beaucoup plus conséquentes pour justement construire les politiques futures. Quelle serait l'Union européenne idéale? D'abord, je ne suis pas certain que mon Union européenne idéale serait la même que celle de tous les citoyens. En tout cas, pour reprendre l'idée de la solidarité, je pense vraiment qu'une Union européenne idéale serait une Union européenne dans laquelle la solidarité serait véritablement au centre de toutes les politiques et qu'elle amènerait justement à l'idée que, après avoir obtenu la paix grâce à la construction européenne, on puisse aujourd'hui apporter véritablement la prospérité dans l'ensemble de l'Union européenne.